Alors, bienvenue à cet webinaire Discovery Days où on découvre les parcours de nos alumni du BBA INSEC. Je suis vraiment ravie d'être ici accompagnée par Anna et par Marcus. On va les présenter dans quelques minutes. Tous les deux sont des diplômés du programme BBA qui est un programme Bac+4 avec une triple reconnaissance, une reconnaissance du ministère de l'Éducation supérieure, un titre RNCP qui nous permet d'avoir des étudiants en alternance et aussi la reconnaissance au niveau international car un BBA est un programme en 4 ans, un programme en 4 ans qui est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, on a des étudiants qui travaillent à l'international et tous nos étudiants partent à l'étranger. On va voir cette illustration à travers les parcours de nos diplômés qui sont ici avec nous. Et ils sont, à part le fait d'être partis à l'international, d'avoir fait de très belles études après le BBA et aussi d'avoir de belles carrières, ils sont entrepreneurs et on va surtout concentrer nos échanges sur l'entrepreneuriat et leur expérience comme entrepreneurs. Alors, without further ado, avant de passer la parole à Anna, on va rappeler la bonne conduite pour les webinaires. Donc, coupez le micro car il n'y a rien de plus gênant qu'est avoir une conversation qu'on ne voulait pas être entendue, que ça soit entendu par plusieurs personnes. Donc, c'est mieux de le couper. Vous pouvez toujours utiliser le chat pour poser des questions. À la fin des différentes présentations de nos alumni, vous allez avoir l'opportunité de poser toutes les questions que vous le souhaitez et on vous demande d'être sans filtre car on est là pour répondre à vos questions et interrogations. Et idéalement, c'est bien de pouvoir vous présenter avant de poser une question pour qu'on connaisse votre profil. Anna, je suis ravie que tu sois là ici avec nous. Anna, promo 2012, une très belle carrière en marketing, un très beau parcours. Tu viens de Bretagne. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas à côté de Lyon, tout est relatif, c'est pas non plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas autant d'étudiants de la Bretagne et tu nous as amené de l'air frais marin quand tu es venu pour faire tes études ici. Et je te laisse te présenter, nous parler de ton parcours au BBA, la raison que tu as choisi le programme way back then, parce que je pense que c'est important de savoir, de faire une rétrospective par rapport à la raison que tu as décidé de venir au BBA et ce que ça donnait par la suite, et aussi ta carrière d'entrepreneur. Oui, bon, merci beaucoup Niki, je suis ravie d'être là. Donc moi c'est Anna, j'ai après mon bac donc intégré le BBA. Alors pourquoi pour son aspect international, c'est ça qui me plaisait beaucoup au départ. Parce que justement il y a plusieurs expériences tous les ans et le BBA nous donne l'opportunité en fait de vivre ces expériences, de comprendre une culture, de pouvoir travailler à l'étranger parce que vivre et voyager et travailler c'est pas non plus la même chose et puis en fait on apprend directement sur le terrain et ça favorise et ça accélère clairement l'apprentissage. Donc il y avait le côté international qui pour moi était très, très important et très intéressant. Et puis il y avait aussi l'apprentissage global en fait. C'est une école de commerce vraiment axée terrain, opérationnel. On apprend, on a des challenges en équipe au-delà des cours théoriques. On réalise des choses en fait ensemble, ce qui nous permet de construire un projet, de se découvrir aussi à travers le parcours. Parce qu'on peut choisir une filière plutôt marketing, plutôt RH, plutôt finance et puis maintenant aussi entrepreneur. Et évidemment, en 4 ans, parfois, on est bachelier, on ne sait pas vers où se diriger parce qu'on est jeune et c'est un fait. Et en fait, BBA, c'est vraiment possible de tester et de se découvrir aussi. Et puis évidemment, on n'est plus la même personne après 4 ans que lorsqu'on arrive parce que justement, on s'est cherché, on a testé et puis on grandit, quoi. Voilà, donc ça c'était le BBA. Et puis après, j'ai travaillé donc, dans des postes de marketing, chef de produit.
Et puis, je me suis très, très vite lancée en freelance en marketing digital parce que, en fait, pour moi, l'indépendance, c'était vraiment un moyen d'apprendre plus vite, de découvrir voilà, des paysages multiples, des univers métiers différents. Et ça m'a toujours beaucoup plu, en fait, cet aspect d'indépendance, de, voilà, de comprendre, en fait, comment fonctionne un marché, et puis d'avoir des interlocuteurs différents, parce que les journées sont jamais les mêmes, et puis il faut pouvoir aussi s'organiser. Et puis, donc après ça, après 7 années en freelance, j'ai créé DigiAtlas, qui est une école en ligne dédiée aux freelances et aux indépendants. Aujourd'hui, on est 8, donc je suis passée de freelance indépendant à entrepreneur. C'est encore voilà, une vision différente de l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est une activité qui m'épanouit au quotidien et j'apprends évidemment tout le temps. Voilà pour la présentation. Est-ce que c'était clair? C'était extrêmement clair, bien sûr. Et du coup, je pense que ce qui peut être intéressant de savoir, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ton expérience au BBA? Peut-être tu as dit on n'est plus la même personne. Oui. Comment ça se manifeste concrètement pour toi? C'est-à-dire que, en fait, au démarrage, et je crois que c'est ça que j'aurais voulu savoir quand j'étais bachelière, c'est vraiment que, en fait, je comprenne qu'une idée peut se concrétiser et qu'on peut vivre d'une passion, et surtout qu'on peut la matérialiser au quotidien. Et j'aurais voulu finalement comprendre que tout se fait de sa propre personne. Si on décide quelque chose et qu'on met les moyens, on peut y arriver. Et en fait, au BBA, si on veut et on prend le temps d'établir une action, on prend le temps de se découvrir et s'essayer sur un projet. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Niki, tu parlais tout à l'heure du défi start-up. Voilà, on est consultant pour une start-up et puis on met vraiment les mains dans le cambouis et on essaie de trouver des recos très stratégiques à adresser à un client final. Donc, c'est vraiment pas de la théorie, c'est de la pratique et c'est en ça qu'on grandit parce qu'on adopte cette posture non pas seulement d'étudiant, mais vraiment on est proactif de consultant et on arrive professionnel. Donc, bien sûr que quand on passe de bachelier à diplômé d'école de commerce, on a vécu tellement de choses et c'est tellement riche qu'on ne peut plus être la même personne, quoi. Alors parfois on s'est déjà trouvé, parfois on se trouve un peu plus tard aussi et c'est juste normal et c'est la vie. Parfait, merci. On n'aura pas beaucoup de temps pour échanger tout à l'heure et avoir plus d'informations par rapport à ton parcours. Et on va passer la parole à Marcus. Merci beaucoup de te joindre à nous, Marcus. Je me souviens encore, comme je disais, parfaitement de t'avoir eu en cours et même de ton sujet de mémoire. Ton projet entrepreneurial est vraiment très inspirant. Est-ce que tu peux nous parler de toi, pourquoi tu as choisi le BBA, ce que tu as fait pendant le BBA et après nous parler de Sounds So Beautiful? Yes. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation, Niki. Plaisir de revenir un petit peu au bercail. Alors, la différence que j'aurais avec Anna, c'est que moi, j'ai intégré le BBA à mi-parcours en passerelle. Pour le coup, je fais partie de cette population-là. J'ai toujours vécu à Lyon, mais en fait, j'ai aussi un passif avec la Normandie, Caen. Et j'ai été né là-bas, j'ai grandi ici à Lyon et je suis reparti à Caen pour faire mon DUT. Donc, juste après le bac, j'ai fait un bac ES à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais économique, quoi. Voilà, ça a changé. On est vieux. J'avais fait du coup ce bac et j'avais fait, juste après le bac, du coup, un DUT en technique de commercialisation. Donc, il m'apprenait toutes les bases en technique de vente, en négociation et du coup, c'est en marketing, en communication. Mais c'était encore les prémices. Et je voulais avoir l'occasion de pouvoir aller plus dans ce métier de la communication qui était fascinant, mais dont on n'avait pas beaucoup d'informations quand on est à l'extérieur de ce domaine-là. Donc, j'ai vu la passerelle BBA INSEC comme l'occasion de pouvoir creuser ça. Et donc, j'ai intégré ça en 3e année pour faire la 3e et la 4e année et compléter du coup mon bac plus 4.
Ce qui était intéressant, tout comme Anna, c'était aussi le côté international qui m'intéressait. J'étais partagé entre le commerce international, entre le marketing, etc. Et du coup, j'ai vraiment pu voir un petit peu tout le paysage de métiers qui existe dans le marketing, dans le digital et dans ce qu'on peut faire à l'international, parce qu'on avait des cours, des modules qui nous montraient différentes manières de procéder en fonction des pays dans lesquels on était, quand on fait du business, quand on fait dans le droit commercial, ce genre de choses. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup changé, moi, c'est bien sûr les stages qu'on a pu faire, et notamment nos voyages à l'étranger. J'ai eu la chance de pouvoir partir à Londres, et c'est ça qui a fait mon déclic finalement, parce que j'ai fait du coup un semestre académique à Londres pendant 3 mois, et j'ai continué 3 mois supplémentaires pour faire mes stages du coup là-bas, et c'est pendant ce stage, 3e année, que j'ai lancé mon projet d'entrepreneuriat, qui n'était pas encore un projet d'entrepreneuriat, mais c'était en tout cas mon projet Sounds Beautiful. C'était un blog à l'époque, et c'était le projet, on va dire, personnel qui me permettait de mettre en application ce que je voyais en cours dans les modules de marketing digital, etc. etc. En 4e année, j'ai fait la majeure entrepreneuriat innovation, et du coup, ça m'a permis de voir quel était le potentiel d'un projet tiré d'une passion, qui est vraiment tiré sur la musique, sur le divertissement. Et de fil en aiguille, ce projet, en fait, avec ce que j'ai pu apprendre au BBA, a été un peu mon faire-valoir pour mes premiers postes en entreprise, que ce soit des postes de commercial en direct publicitaire. J'ai travaillé dans une filiale de Publicis, que ce soit dans d'autres aspects. Après, j'ai vraiment fait tous les métiers, on va dire, simple conseiller, après freelance. Et assez rapidement, je me suis mis aussi à mon compte, du coup, de quelques années, de 4 ans plus tôt. Et à partir du coup de ce projet-là, je me suis dit, ce blog, on peut en faire un média indépendant sur la musique, sur la culture, sur le divertissement. Et on peut essayer de créer un business model du coup autour du marketing et ce secteur-là. Donc du coup, tout ce qui est métier de conseil marketing, d'événementiel et d'autres choses, autour du coup de comment aider un annonceur à faire à faire du storytelling, à faire sa promotion, etc. Ça a pu venir un petit peu grâce à ça. Donc, est-ce que ça répond bien à la question de comment est-ce que le BBA, du coup, quelle était un petit peu la place du BBA dans mon parcours Parfaitement, oui, c'est difficile de pouvoir couvrir toute la question, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire qu'en arrivant en 3e année, donc comme OST, est-ce que tu es parti à l'international quand même? Oui, c'est ça. Dès janvier, en fait, en février plutôt, on avait un mois de vacances pour le coup entre janvier et février. Et dès février, il fallait que je parte du coup à Londres sur le campus INSEC London, justement, en plein centre, en plein cœur de Londres. C'est vraiment l'expérience qui m'a vraiment changé parce que j'ai pu voir une autre culture. J'ai pu voir comment d'autres gens pensaient en fait. Le marché du travail aussi, il n'est pas du tout pensé pareil en France et en Angleterre. On est plus sur, le modèle anglo-saxon est vraiment différent en termes de management aussi. Donc c'est beaucoup plus responsabilisant, beaucoup plus motivant. Et du coup, ouais, il y a vraiment cette grosse question internationale qui a pu vraiment me donner un aperçu concret de ce que je pouvais imaginer avant de partir de mon simple bac ES. Super. Est-ce que tu peux nous parler, avant de passer aux questions-réponses, d'un souvenir, quelque chose de plus personnel par rapport à ton expérience au BBA? Maintenant qu'il y a quelques années qui sont passées, qu'est-ce que tu retiens comme souvenir? Qu'est-ce qui était un peu unique ou différent ou qui t'a marqué? Tellement de choses. Déjà, les gens que je pouvais rencontrer là-bas, parce qu'il y a des gens avec qui, par exemple, il y a quelqu'un de la promo, Anne-Sophie Benoît. Elle, c'est un des exemples que j'aime beaucoup citer parce que je crois que c'est l'une des rares personnes qui n'a jamais connu un seul emploi salarié après le BBA, parce qu'elle a tout de suite s'est lancée dans sa passion, qui est la photographie. On en discutait déjà ensemble sur les bancs de l'école et maintenant on travaille ensemble dans des projets événementiels. Enfin, on a pu en travailler en tout cas. Ensemble. Donc, du coup, des rencontres comme ça avec lesquelles on arrive en fait à avoir une vraie communauté et se soutenir. Tout à l'heure, avant l'entrée, on parlait de profils comme Émeric Dezer qui
qui a fait son magnifique projet sur Lyon de City Surf. Donc, c'est vraiment les personnes, ils apportent une vraie culture, une vraie mentalité. Et du coup, c'est un mindset que j'ai pu transmettre après moi dans mon milieu qui est plus culturel, on va dire, qui n'a pas cette culture très business. Et du coup, ma mission, c'était de l'apporter en montrant qu'il n'y a pas ce côté caricatural qu'on peut voir comme à DiCaprio, où les marketeurs ont une image particulière. Non, il y a vraiment ce mindset très, très inspirant qui est là. Et c'est vraiment sont ces personnes que j'ai rencontrées au sein des Moi, je suis d'accord que, en fait, aujourd'hui, et c'est ça aussi qui fait la fierté peut-être d'un entrepreneur, en tout cas, moi, j'adore cette idée-là, c'est que je travaille avec des amis. Et c'est vrai que c'est un luxe incroyable, quoi. Et travailler avec ses amis, comme tu dis, Marcus, et moi, c'est des amis aussi rencontrés au BBA. Je pense à Clément Pontenier qui a créé Escape Kit, qui est un business en ligne incroyable d'escape game. À Jérémy de Campos, enfin, j'en ai beaucoup, hein, plusieurs, et c'est top, quoi. Ça, c'est une vraie chance, en fait. Et c'est tisser des liens à long terme aussi. Voilà. Mais c'est avant tout des amis avec qui on travaille aujourd'hui. Et on est devenus professionnels, donc ça, c'est top, ouais. Bah, vous parlez, du coup, on a passé à la partie entrepreneuriat. Donc, du coup, Anna, tu as souligné quelque chose et Marcus a commencé en parlant d'Anne-Sophie. Vous avez parlé de ce qui est sympa ou intéressant de l'entrepreneuriat, c'est qu'il a une partie de liberté, et la liberté, et on peut choisir les gens avec qui on travaille. On n'arrive pas dans un bureau, il a déjà des équipes montées, composées, avec des enjeux et des interactions différentes. On peut vraiment créer une équipe et choisir les personnes avec qui on travaille en interne, en externe, comme prestataire. Ça donne très envie. Qu'est-ce qu'il a d'autres points que vous pensez qui sont importants pour quelqu'un qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat mais qui rêve d'en faire? Qu'est-ce qui sont les autres avantages de l'entrepreneuriat? Les avantages, les avantages, c'est de voir un produit qui se concrétise vraiment et la fierté de le voir grandir. Après, pour ça, il y a tellement d'étapes et c'est pas toujours positif parce que c'est pas facile, quoi. C'est un combat tous les jours et on se bat pour une idée aussi qu'on veut faire grandir, mais il faut qu'elle soit là, qu'on ait toujours le feu et la passion d'y arriver. C'est vrai que, en fait, l'avantage de la positivité, elle se mesure en fait plutôt dans l'adversité, en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Moi, je suis très content d'être invité ici, mais je ne sais pas si Aymeric ou même Anna a pu passer par ces étapes-là, mais il y a des périodes où c'est un fardeau parfois l'entrepreneuriat. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner d'ailleurs à Saint-Saul. C'est tout le monde, c'est normal. et du coup, c'est juste arriver à certains milestones, à certaines étapes clés qu'on peut se rendre compte pourquoi est-ce qu'on a fait ça. C'est comme quelqu'un qui fait de l'escalade ou quelqu'un qui fait des longueurs. Bah, c'est de se dire, OK, I came a long way, it was not the wrong way. Donc, c'est plutôt ça. Et l'avantage pour le coup, moi pour quelqu'un qui je respecte la hiérarchie, mais j'aime quand c'est cohérent et quand il y a des valeurs qui sont alignées. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est de réussir à créer quelque chose qui est déjà aligné à ses propres valeurs, qui avoir sa propre culture d'entreprise. Et ce qui est jouissif du coup quand on intègre des personnels, que ce soit des stagiaires ou des bénévoles ou des partenaires freelance, c'est de réussir à les inclure du coup dans ce cocon-là. Et du coup, la notion de team building, elle est assez naturelle finalement, parce qu'il y a une équipe qui se crée, il y a des valeurs fortes qui se créent, et c'est pas étonnant du coup que ces personnes deviennent des amis finalement, parce qu'il y a des valeurs en fait avec lesquelles on est en accord. Donc c'est vraiment ça le gros avantage, et du coup ça fait un stress en moins par rapport quand on est en entreprise. Une des raisons du burn-out, c'est parce que il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de... Je crois que c'est la perte de sens, le premier moteur du burn-out. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà un des gros avantages, mais c'est vraiment sur la durée, parce que voilà, il y aura toujours du stress, il y aura toujours le stress qu'on ne raconte pas et qu'on pense que l'entrepreneuriat c'est magique comme sur Instagram,
Mais c'est un vrai Tout business est en fait. magique sur Instagram. C'est un vrai business. Enfin, celui qui tient son épicerie au bout de la rue, en fait, c'est le premier entrepreneur, en fait. Enfin, je vois des Libanais, ils sont là depuis 2002 et avant, ils avaient juste un petit Libanais à donner 7 euros et maintenant, ils ont toute la rue, en fait. Enfin, c'est ça, l'entrepreneuriat. Ça commence comme ça. Hmm. C'est réussir d'une idée en fait à la bâtir et après il y a toujours des étapes. C'est ok, je réussis à faire du chiffre d'affaires parce que en fait faire de l'argent c'est quand même le nerf de l'entrepreneuriat. Mm. Sans argent il n'y a rien, il n'y a pas Mm. d'équipe, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de clients. Mm. Et après c'est une fois qu'il y a ça, c'est comment on fait grandir, comment on intègre une équipe, comment on travaille. Et, en fait, c'est tellement stimulant parce que c'est jamais la même chose et ça va très très vite, quoi. Donc, Mm. quand on aime le challenge et on a peur de s'ennuyer, c'est une superbe opportunité. Mais il faut s'accrocher, quoi. C'est pas pour tout le monde non plus. Du coup, quel est votre conseil? C'est que si on a des jeunes qui nous écoutent, des étudiants lycéens ou des actuels étudiants du BBA, quels sont vos conseils pour eux s'ils souhaitent, eux, entreprendre? Quelles sont un peu les petites questions qu'ils doivent se poser ou des conseils qu'ils doivent suivre? Est-ce qu'il a un petit guide de futurs entrepreneurs? J'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse vraiment, si ce n'est finalement de toujours avoir une idée et essayer de l'appliquer. Parce que parfois, on ne voit pas toujours, et c'est le cas partout, c'est juste normal, le sens qu'un cours peut avoir sur son projet de vie ou son métier. Mais finalement, tout a un sens parce que le fait d'apprendre le droit, d'apprendre la RH, d'apprendre le marketing, eh bien, quand on entreprend, finalement, on fait de tout, on doit jongler. Donc, quand on a toujours un truc en tête, une idée, même si elle change ou si elle évolue, eh ben, ça aide aussi à pouvoir encore mieux appliquer les cours et les comprendre, les appréhender et aller plus vite aussi dans l'apprentissage parce que tout fait sens et c'est aligné, quoi. Moi, je rebondirais sur ce que dit Anna, en effet, par rapport à l'idée. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu la réponse quand on est en perte de sens dans une structure qui ne nous correspond pas. Du coup, c'est une première chose déjà de s'y attacher. Et après, en effet, tout ce qu'on voit en cours, moi, je suis le genre d'élève qui a toujours vu un petit peu les choses un petit peu en arborescence. C'est-à-dire que pour moi, un cours, il fallait le lier avec un autre cours. Enfin, tout était vraiment lié. Et quand on est entrepreneur, en fait, on se rend vraiment compte à quel point tout est réellement lié. C'est-à-dire que les questions de la finance sont reliées avec la question du commercial, qui sont reliées avec la question de la com et du marketing, qui sont reliées avec plein d'autres choses. Donc, c'est hyper important. Et du coup, le fait de prendre ce référentiel-là comme importance, moi, j'inviterais à ne pas se précipiter du coup en fait, sur la question entrepreneuriale parce qu'on voit souvent des startups qui sont jeunes. Ils ont des gens, justement, j'ai déjà vu des gens qui ont des startups avec, pour dirigeants, des gens de 18 ans ou 20 ans, mais qui sont du coup inexpérimentés sur des questions managériales ou sur des questions qu'ils auraient pu mieux appréhender s'ils avaient passé 4 ou 5 ans en entreprise, où ils peuvent comprendre des codes, où ils peuvent comprendre certaines méthodes, ils peuvent voir comment certains marchés fonctionnent aussi. Pour prendre de la maturité, il y a plein de choses à prendre en compte en termes de connaissances sur le plan managérial, sur le plan financier, sur le plan comment est-ce que les grandes agences travaillent aussi. Mais moi, encore à mon stade, j'aime continuer à faire quelques missions freelance pour voir comment est-ce que d'autres agences dont le modèle m'inspire travaillent et répondent à tel brief client, etc. Donc, c'est bien d'avoir aussi cette humilité, cette patience et d'essayer de construire vraiment son propre empire, savoir comment est-ce que le voisin l'a fait, comment est-ce que les grands l'ont fait avant moi. Donc, voilà. Oui, on dit que c'est pas toujours bien de se comparer, mais finalement, en regardant à plus grande échelle quelqu'un qui nous inspire, finalement, ça peut être un accélérateur aussi, quoi. Et ça, c'est important. Et je pense que le fait d'appartenir à un réseau d'alumni aussi
ça peut être très intéressant parce qu'il ne faut pas hésiter en réalité à contacter les anciens. Alors évidemment, quand on est étudiant, on n'ose pas, ou on ne voit pas toujours l'intérêt tout de suite. Et puis évidemment, quand on devient professionnel, on réalise à quel point c'est une force, quoi. Comme tout réseau d'entrepreneurs, en fait. Hein. Oui, d'ailleurs, vous avez parlé de vos camarades des classes avec qui vous gardez contact. C'est vrai que ça commence quand le premier jour de la première année, et ça continue pour toujours. Cette relation avec l'école et les camarades d'école, le réseau que ça peut apporter. Et ce que je dis toujours aux étudiants, c'est que l'avantage de parler avec un alumni, c'est que c'est une personne qui va toujours partager son savoir avec beaucoup de volonté, d'enthousiasme, et qui est quelqu'un vraiment de confiance, parce que vous partagez tous la même ligne dans votre CV, vous avez ça en commun, et quand un jeune vient vous voir, je l'ai vu dans vos deux cas, et dans les cas de tous les alumni, vous voyez une opportunité de pouvoir apporter des informations, des conseils à quelqu'un qui en a besoin, et vous savez que c'est précieux. De pouvoir avoir des personnes dans notre réseau qui vont nous donner un conseil qui n'est pas intéressé. C'est juste, vous voulez le mieux pour cette personne. Oui, il y a une vraie bienveillance. D'ailleurs, quand je suis arrivé en troisième année et que je voulais chercher mon stage pour Londres, donc finalement j'ai fait finalement un stage plutôt de test, et après j'ai vraiment fait un stage officiel pour mon année. Mais je voulais faire un stage dans un magazine parce que le métier des médias du coup m'intéressait. Sounds Beautiful, c'est un média en ligne qui après a développé son agence de communication, mais à la base c'est un média en ligne sur actualité musicale. Et du coup je voulais me faire une expérience dans le monde des médias quand je voulais arriver à l'INSEC. J'ai vu aussi de ça. Et j'avais dans ma promo quelqu'un qui était là depuis la première année, qui avait fait son stage déjà à Londres en deuxième année, et qui m'a du coup qui a pu me conseiller sur comment approcher justement ce magazine-là. Et c'était une expérience vraiment incroyable pour moi. Donc c'est vrai que voilà, le réseau d'alumni, on vient aussi aller au BBA pour le réseau qu'on peut avoir et pour les brèches qu'on a du mal, qui sont assez opaques quand on ne connaît pas trop bien ce milieu-là. Donc ouais, c'était Lina Bani. Oui. Je dis jamais son nom de famille, du coup je bégaye alors que c'est une grande pote, quoi, mais Lina, qui est aussi être entrepreneur maintenant. Ouais. Alors, on va passer aux questions de notre public. Toutes les questions sont possibles. N'hésitez pas à poser des questions par rapport au parcours de nos deux invités, les conseils qu'ils peuvent vous apporter. Vous pouvez les poser en parlant ou en écrivant dans le chat. On avait eu une question, Niki, je ne sais pas, c'était plutôt sur le programme. Peut-on partir à l'étranger à partir de la première année? Je ne sais pas si tu veux y répondre. Ouais, je suis ravie d'y répondre et je pense que Marcus et Anna vont être contents de l'entendre parce que leur école a aussi évolué positivement aussi, et ça c'est notre rôle, c'est de continuer à développer le BBA. Alors au BBA, on a l'opportunité de partir à l'étranger dès la première année dans le mois de décembre, où on peut partir sur le campus de Londres pour un winter session, donc pour améliorer son anglais. C'est quelque chose qui est extrêmement utile parce que l'anglais est très important, c'est la langue internationale. Bien sûr, les autres langues sont importantes aussi, mais Marcus et Anna nous diront que l'anglais est la langue qu'on va parler partout dans le monde. Donc, c'est important d'être à l'aise car ça ouvre énormément de portes. Et souvent, même quand on travaille en Allemagne, en Espagne, en Italie ou beaucoup plus loin, en Colombie, au Singapour, on utilise l'anglais. Donc, la possibilité existe de partir en première année. Et après, dès la deuxième année, on peut passer toute l'année à l'étranger. C'est plutôt réservé aux étudiants de l'English Track, donc les étudiants qui font leurs études 100% en anglais. Et dans ces cas-là, on peut partir sur nos différents campus. Ça peut être Londres, comme Marcus nous a parlé, fait une belle introduction sur le campus de Londres. Ça peut être Monaco et ça peut être Barcelone. C'est la dernière arrivée, c'est Barcelone. Il a la possibilité de partir un semestre ou deux
pendant la deuxième année. En sachant que la deuxième année, comme c'était à l'époque d'Anna et Marcus, nous avons la possibilité les étudiants ont l'obligation de partir pour un stage à l'international qui dure 3 mois. Ça peut durer un peu plus aussi, selon le timing et le lieu. Et cet stage à l'international peut être rattaché à l'expérience du semestre ou année à l'international. Après, on peut repartir à l'international en 3e année où on fait un semestre académique. Donc ça, le semestre académique peut être un semestre ou 2 et il a la possibilité de faire de double ou de triple diplôme ou simplement de partir un semestre dans un autre pays. C'est quelque chose qui est, je pense, qui est la marque des fabriques du BBA. Ça existe depuis le début de BBA. Et je pense que c'est ce qui distingue le programme parce que tous les étudiants doivent partir. Tous. Ça peut être, parfois, il y a des étudiants qui préfèrent rester un peu plus près, donc ça peut être l'Italie, ça peut être la Suède, ou d'aller très très loin, l'Islande, Dubaï, l'Inde, il a énormément de choix. L'objectif de partir à l'étranger, c'est 1, pratiquer son anglais, 2, apprendre comme on apprend dans d'autres pays. Marcus nous a bien introduit cette partie-là. C'est pas que la langue qui change qu'on étudie dans un autre pays, c'est l'approche pédagogique, la façon d'enseigner des enseignants, être en cours avec des étrangers qui ont été éduqués d'une façon différente. Donc on découvre vraiment plein de choses. Et cette découverte nous aide toute notre vie professionnelle. Et je sais qu'Anna et Marcus sont d'accord. C'est même ces semestres ou cette année à l'international aident à comprendre. Déjà, ça nous ouvre les perspectives, ça nous rend plus tolérants, ça nous montre qu'il y a des différentes façons d'appréhender la même question. Et ça, déjà, même si on revient à Lyon, comme on fait Anna et Marcus, c'est quelque chose qui aide toujours. Et après, il a la langue et tout ce qui vient avec les compétences qu'on peut acquérir à l'international. Et après la dernière année, les étudiants restent ici, donc la 4e année. La 4e année, c'est l'année de la spécialisation avec des majeurs. Et on peut après, par contre, partir après le premier semestre à faire un stage à l'international. En ces moments, nos étudiants des 4e année sont aussi à l'international. Il y a une partie qui reste en France, mais il y en a qui sont surtout aux États-Unis, j'ai remarqué, mais c'est parce qu'ils ont fait le choix de Miami, New York, etc. Mais on a aussi les possibilités de faire un stage à l'international. J'ai vu qu'il avait une question dans le chat, c'était sur la Winter Session. Peut-on partir à l'étranger et est-ce qu'il a un test des niveaux pour la Winter Session? Il n'a pas un test des niveaux. D'ailleurs, c'est ouvert à tous ceux qui veulent améliorer leur anglais et c'est quelque chose qu'on conseille à tout le monde. La Winter Session, je précise, est au lieu à la place du stage de vente, qui est le premier stage qui est proposé aux étudiants BBA. C'est le stage qui a été fait par Anna et par Marcus, qui est d'ailleurs c'est un stage très formateur. Donc, au lieu de faire ce stage, on part pour améliorer son anglais. Il n'a pas un test de niveau pour être accepté. Par contre, en étant à Londres, on est mis dans des groupes de niveaux pour pouvoir mieux avancer. Moi, j'étais partie en stage en Argentine, donc c'était l'espagnol que je travaillais en 2e année. Et en plus, tu étais à Buenos Aires, à Córdoba? Et Buenos Aires, oui. Et tu te souviens encore de... Ah bien sûr, et j'ai encore des amis d'ailleurs qui viennent en France, ça. Donc ça c'est super. C'était une expérience très enrichissante. Donc oui, c'est au-delà de l'anglais, il peut y avoir aussi l'apprentissage de l'espagnol qui peut plaire aussi et être intéressant pour le futur. Exactement, tous les LV2, ça peut être l'italien, l'espagnol, ça peut être l'allemand, ça peut être même une LV3. On a des étudiants qui vont encore plus loin pour pratiquer leur LV3. L'idée, c'est partir avec ce stage de 2e année. L'objectif, c'est partir et travailler à l'international, car on a bien entendu, Anna, au début, tu nous as dit, travailler, c'est pas pareil qu'étudier à l'international. On s'est rendu compte que parfois, étudier à l'international peut être très simple, même dans une culture très différente, parce qu'on s'adapte et on comprend, alors que travailler dans un contexte international est super enrichissant, mais on découvre que là,
les différences peuvent être conséquentes. Qu'est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que c'est binding? Est-ce que quand on signe un contrat, ça nous oblige de le suivre? Plein de choses, la loi de travail, comment on communique, est-ce qu'en direct, pas en direct? Il y a tellement de choses qui se passent avec le travail à l'international. C'est super sympa, intéressant, enrichissant. Mais c'est vrai que parfois, on peut être étonné, et même on peut être étonné parce qu'on peut aller en Argentine et trouver que c'est très simple, hypothétiquement. Et on peut travailler avec un voisin, je peux dire le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, et découvrir qu'en fait, c'est qu'on pensait qu'il allait être simple et moins simple. En fait, on a plein de surprises quand on travaille à l'international, et c'est extrêmement enrichissant et on apprend vraiment beaucoup de choses. Anna, je pense que tu voulais dire quelque chose. Non, mais en fait, je t'approuvais. C'est qu'il y a une culture comme en Argentine, on peut se sentir un peu plus proche parce que c'est un pays latin. Et en fait, j'ai aussi fait un stage après un semestre à Taïwan. Donc, j'ai travaillé aussi à Taïwan. Et là, c'était très différent, quoi. Parce que la culture asiatique est très différente aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au-delà de comprendre comment les autres travaillent, il y a des aspects culturels. Je me souviens des salariés qui se sont arrêtés de travailler un après-midi pour aller faire des offrandes à Bouddha dans le couloir. Enfin, voilà. Donc, au-delà du côté travail, aussi ce côté culturel qui est intéressant et enrichissant, quoi. Merci, c'est sympa de partager. Oui, c'est ça qui est, en plus, tu illustres bien l'expérience Taïwan, l'Argentine, l'espagnol, l'anglais, des différents continents. Et même, on disait, tu es resté à Lyon, mais je suis sûre que tout ça, ça t'a aidé énormément aussi c'est ça, pour l'agilité. Oui, bien sûr. Et je me rends compte aujourd'hui, parce qu'en entrepreneuriat, il faut être très agile, il faut aller vite, il faut répondre vite, il ne faut pas procrastiner. Quand on fait, on fait. Et je me dis souvent, aujourd'hui, encore plus avec le recul, parce que quand on a la tête dans le guidon et puis on est jeune, on ne se rend pas toujours compte, mais en fait, le fait de travailler en groupe et puis de faire plein de choses, s'adapter à une nouvelle culture, à devoir faire vite les choses, ça crée cette force et cette agilité qui nous sert aussi tous les jours dans l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être ça qui nourrit aussi son envie d'entreprendre, quoi. En tout cas, je sais que c'est un lien et c'est évident pour moi, vraiment. Alors, est-ce qu'il a des questions encore? Toutes questions, on est ouvert à tout. S'il n'a pas de questions, je vais vous demander your concluding words. Qu'est-ce que vos conseils pour toutes les personnes qui vont suivre ces webinaires à distance, qui vont le voir en replay plutôt? Est-ce que vous avez des conseils, de takeaways, quelque chose que vous pensez que c'est absolument important de savoir si on est un étudiant entre 17, on va dire, et 25 ans? Ouais. Je vais commencer du coup. Je reviens encore sur cette idée de mentalité en fait. Là, on est en tant qu'étudiant, on est dans une parenthèse de sa vie, on est sur 4 ans d'apprentissage pur et dur. Et du coup, souvent, il y aura peut-être des choses qui vont paraître un petit peu genre blasantes, ou etc. Mais en fait, il faut vraiment cultiver cette culture du think out the box. Et c'est ça qui, moi, m'a mené après à la majeure en fait, d'innovation. J'avais un prof, Eric Braun, en innovation. Je l'adorais parce que c'était le seul prof qui faisait pas que ses cours de marketing sur Apple et Ikea. Il faisait ses cours de marketing sur Madonna, Universal Music. Et moi, ça me parlait parce qu'il prenait un truc concret, en fait, pour parler de business. Il pensait vraiment de manière hyper créative. Et moi, qui suis assez peu conventionnel comme personne, la preuve, j'ai fait mon mémoire sur Pokémon. J'en suis fier. Et ben, en fait, c'est ça, en fait, essayer de comprendre le monde un petit peu, en tout cas, c'est être curieux, voilà, vraiment, c'est curiosité intellectuelle, et c'est ça, en fait, qui nourrit l'innovation. L'innovation, c'est vraiment disrupter, retourner des choses qui sont installées, qui sont posées comme dogmes, etc. Donc, avoir cette culture vraiment de penser les choses avec un esprit vraiment ouvert, comme quand on part tout le temps en voyage, en fait. Aussi, autre chose, en termes de culture entrepreneur, moi, je me suis toujours pensé comme ma propre mini-entreprise parce que c'était un investissement pour moi, le BBA INSEC. Je l'ai financé tout seul, etc. Donc, il y a ce côté, voilà, investir sur soi-même et avoir vraiment cette assurance, voilà,
d'aller au bout des choses, même si on peut avoir un peu ce syndrome de l'imposteur qui va nous poursuivre toute notre carrière d'entrepreneur. On se dit, mais qui es-tu pour oser avoir ce genre d'idée, etc. Mais voilà, out the box, positivité, curiosité intellectuelle, et puis s'investir sur soi-même à fond, quoi. Voilà. Merci, super bon conseil. Oui, que je partage aussi, bien sûr. C'est sûr que la créativité, en fait, il faut s'amuser. Il faut s'amuser en travaillant, quoi. Mais voilà, ça se fait. Je pense qu'on arrive à le faire quand on s'ouvre assez et qu'on comprend aussi et qu'on essaie de voilà, réfléchir différemment et c'est OK. Et dans ce type d'études, en tout cas, on aime ça, quoi, des profils différents. Donc, en fait, on peut juste être soi-même et pas rentrer dans des cases, quoi. Et c'est ça qui est plaisant aussi. Et moi, je dirais un autre conseil, mais ça rejoint ce que dit Marcus, c'est faut pas hésiter en fait à aller plus loin que les cours sur des sujets qu'on aime véritablement, type, je sais pas, écouter des podcasts qui sont inspirants. Des livres. Moi, j'ai beaucoup enseigné. Aujourd'hui, avec DJ Atlas, j'enseigne aussi énormément à des entrepreneurs, des indépendants freelance. Et quand je donnais des cours en grande école, je voyais tout de suite la différence avec des profils qui étaient bons. C'était les gens qui se formaient aussi à côté, qui écoutaient des podcasts, qui lisaient. Et en fait, la différence, elle était notable, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette curiosité et ce thinking out of the box qui arrive tout de suite, ça c'est sûr. Voilà. On est presque à la fin de notre temps, mais on a 2 questions. La première, c'est simple. En quoi consiste le BBA, les débouchés ? Je vais vous dire la réponse. La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est en tout. Vous allez voir, on a fait des webinaires et qui vont être disponibles sur la page YouTube sur ma carrière en luxe, ma carrière en finance, ma carrière à l'international, ma carrière en marketing, en communication, d'entrepreneur. En fait, avec le BBA, vous pouvez travailler dans tous les secteurs. Tout type d'entreprise, des très grandes entreprises. Anne et Marcus sont des camarades de classe qui travaillent dans des entreprises du CAC 40 en France et à l'étranger. Et aussi, ils ont des camarades qui travaillent dans des startups ou qui sont entrepreneurs. Il y a plein de débouchés possibles et c'est vraiment l'avantage de faire ce type d'approche qui consiste à avoir des 2 premières années où on arrive l'objectif, c'est acquérir des compétences de gestion, donc des cours de finance, marketing, communication et toujours learning by doing. Donc, on apprend et on applique pour apprendre et on apprend en faisant, avec des cours d'anglais, avec cette ouverture internationale, et que les 2 dernières années, on est dans la pré-spécialisation et la spécialisation. L'avantage, c'est qu'on a une base extrêmement solide des premières 2 années sur laquelle on construit notre spécialisation. Et c'est ça la force du BBA. Donc, en fait, les débouchés sont très, très divers. Et c'est pour ça qu'on fait ces webinaires, c'est pour pouvoir vous montrer et illustrer quels sont les débouchés, pas juste vous le dire, mais vous les démontrer. On a aussi la question de comment vous avez eu cette idée de vouloir vous lancer dans le entrepreneuriat. Vous avez répondu tout à l'heure, donc je vais me permettre de répondre et après vous allez dire si c'est la bonne réponse. Ce que j'ai entendu de votre part, c'est que c'est surtout l'envie d'être indépendant, d'être libre et de travailler sur ce que vous inspirez à vous. C'était une façon de, on va dire, customiser votre vie professionnelle. Est-ce que j'étais un bon élève ou pas? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est aussi voir ce qui manque sur le marché et créer quelque chose, quoi, pour toutes ces raisons-là, effectivement. Apporter quelque chose de nouveau, innover, avoir sa propre culture légitime. Et s'exprimer aussi comme un individu à travers sa profession. Tout à fait.